je voudrais maintenant donner la parole aux vétérans du combat nationaliste en France, qui, je crois, a beaucoup de choses intéressantes à vous dire. J'appelle ici même Monsieur Pierre Sidos. Je commencerai par une formule tombée en désuétude, mais c'est caractéristique du laisser-aller général actuel. Mesdames, messieurs, plus précisément, mesdames, mesdemoiselles, en hommage à l'organisation féminine nationaliste et cariatide, dont vous avez pu remarquer l'activité pour la réussite de cette rencontre. Il se trouve que, par mon âge, je suis dans ma 90e année, et en tant que témoin de la situation depuis 1945 jusqu'à nos jours, c'est à ce titre de témoin engagé qu'à l'occasion de l'anniversaire d'un organe de presse depuis toujours très engagé dans le même bon combat, que je vous parle brièvement. Pour information, j'ai subi 4 dissolutions de mouvement. En 1944, j'appartenais à un mouvement de jeunesse reconnu par l'État français, recommandé, qui s'appelait la jeunesse franciste. En 1958, animateur du mouvement Jeunes Nations, il fut également dissous. En 1959, le Parti nationaliste, créé devant une assistance très nombreuse dans une grande salle parisienne un vendredi, qui était le 6 février cette année, le Conseil des ministres n'a pas étendu. Le mercredi suivant, sans qu'il y ait eu la moindre activité, il dissolvait. Et en 2013, un mouvement qui existait depuis 40 ans, sans aucun motif, sauf le refus d'engager une conversation, sauf le refus de participer des autres à un débat quelconque, l'œuvre française était dissoute. Alors, le Premier ministre a déclaré qu'il faut mettre en pièces l'extrême droite. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque affirmait que nous étions la matrice de l'extrême droite. C'est donc le géniteur, en quelque sorte, qui vous parle. La répression injustifiée, tout cela sans jamais être suivi de poursuites judiciaires qui tiendraient. 2 journaux, le journal Jeunes Nations en 1961, qui avait un grand succès à l'époque, mais qui disait ce qui allait se passer en Algérie, qui dans chaque numéro expliquait très bien à nos compatriotes d'Afrique du Nord, aux militaires, ce qui était décidé par Charles de Gaulle quand il revenait au pouvoir. Eh bien, il dissolvait, non, interdisait la vente de Jeunes Nations. Et en 1980, Le Soleil, qui était également un organe, était interdit par le nouveau pouvoir instauré sous l'égide de François Mitterrand. Alors, devant vous, il y a, pour certains, ils se rappelleront, l'initiateur des manifestations parisiennes en octobre 1956 contre le communisme, en réaction à l'invasion par l'armée soviétique de la Hongrie. L'humanité était sérieusement secouée. Et quant au siège du Parti communiste, eh bien, il était incendié. Et ma foi, la suite est connue. Et le 25 novembre 1957, nous prenions l'initiative, devant la livraison d'armes américaines par l'intermédiaire de la Tunisie à l'insurrection FLN, nous manifestions devant l'ambassade des États-Unis suite à un retentissement international. N'oublions pas
que la France appartenait à l'époque à l'OTAN complètement. Donc l'Algérie était couverte par l'OTAN. Eh bien, c'était l'Amérique de l'OTAN qui fournissait des armes à nos adversaires. C'est la seule fois qu'il y a eu une manifestation contre l'ambassade américaine. Et alors, nous rappelions dès ce moment-là que la révolution de 1789 en France est une fille de la révolution américaine. Elle est dans la philosophie, dans les propos, dans tout ce qui concernait les références véritables. Et alors, ça ne s'apprend pas au lycée ni à l'école. Je crois que parmi les causes de la Révolution française que l'on apprenait, il y avait la portion congrue du bas clergé. Eh bien non, on ne citait pas du tout la politique américaine dès ce moment-là. Eh bien, l'ensemble de ces choses-là m'a valu 7 ans d'emprisonnement ou de clandestinité obligée. Je ne compte pas le nombre de procès et les condamnations parce qu'ils ont remplacé la guillotine sanglante par la guillotine sèche, c'est-à-dire la répression. Ça s'appelle pas le tribunal révolutionnaire, ça s'appelle la 17e chambre correctionnelle. Alors, je reviens sur ce mouvement de jeunesse, catholique d'ailleurs, qui commençait ses congrès en 1943 et en 1944 à Notre-Dame de Paris. Je me rappelle les roulements de tambour au moment de l'élévation, catholique et nationale. Eh bien, pour cela, on me mit en captivité dans l'immédiate, ce que l'on a appelé la libération. Et la captivité dans les prisons françaises, dans la saleté de ce moment-là, dans la répugnance de saleté de ce moment-là, c'était quelque chose à se rappeler. C'est pas croyable. Les mauvais traitements. Et une bonne âme estimait, le mot était déjà à la mode, que les jeunes qui étaient emprisonnés risquaient la radicalisation par rapport à les gens plus âgés qui étaient en captivité avec eux. N'oublions pas qu'il y avait 60 000 détenus de droit de français politiques en 1945. Et une bonne âme avait pensé que le seul camp de concentration allemand qui ait été édifié en France, le Struthof, leur conviendrait. Donc il fallait les isoler des gens plus âgés qu'eux. Et finalement, nous fûmes envoyés effectivement dans ce camp aux environs de Strasbourg. Qu'en était-il? Après la saleté, la répugnance du système pénitentiaire tel qu'il existait, nous arrivions au camp du Struthof, à un ensemble d'une vingtaine de baraques, ultra modernes, avec des commodités que couramment il n'existait pas dans des familles françaises, même aisées, sur le plan santé, sur le plan placard individuel, toutes les commodités possibles et imaginables. C'était le seul camp de concentration en France. Alors, nous reçûmes la visite de monsieur l'évêque de Strasbourg, monseigneur Weber, qui passa 2 jours et qui conclut: je n'ai jamais vu autant de richesse humaine que dans ce camp. Forcément, 2000 jeunes pétinistes, ensemble. Ça consistait, sur le plan de la qualité humaine et des capacités même techniques, une élite, effectivement. Or, la première chose qui fut demandée à ceux qui arrivaient au camp, c'est de construire une potence. La potence qui était au Struthof et que l'on peut voir a été construite par nous, après-guerre. Elle n'a jamais pendu personne, j'en suis ravi, mais le mensonge est là évident. Ensuite, j'ai passé 2 ans dans ce camp, j'en connais tous les détails. J'ai été très surpris en me rendant en Alsace en compagnie de quelqu'un qui est ici, de voir sur une baraque en dehors du camp, une espèce de guitoune
de rangement des balais. Ici était la chambre à gaz. Je dis cela parce que de cette façon, on entretient la culpabilisation des Français, mais également d'autres Européens. La vérité est tout autre. Je vous livre celle que j'ai découverte lorsque j'avais 18 ans. Alors, on chantait. D'ailleurs, la France, sous le maréchal Pétain, chantait. Il y avait une vie intellectuelle extraordinaire. Et que chantait-on? Indépendamment des chants scouts, des chants de plein air, eh bien, il y avait parfois des jeunes gens qui nous revenaient de Russie. Ils avaient combattu à l'Est, et toujours est-il qu'en revenant, comme ils n'avaient pas 20 ans, on les mettait avec nous. Et ils chantaient. Ils chantaient en langue française les chants que toute une partie de la jeunesse européenne a chanté à l'époque. Et c'est au Struthof que l'armée française a pu capter ces chants et les chanter. Toute l'armée française a chanté, tous les jeunes Français qui ont combattu successivement en Algérie l'ont chanté. Ces chants sont nés au Struthof, c'est là où je les ai appris. Et on les a interdits dans l'armée française par décision toute récente. Et il y a des décisions qui sont prises dans l'armée française assez curieuses. Vous savez que mon fils est officier supérieur. Et bien récemment, il a fait interdire à des soldats français de sortir en uniforme. L'interdiction est formelle. C'est la première fois dans notre histoire qu'on interdit à des soldats de porter l'uniforme en dehors des casernes. Alors, la référence à Rivarol est la meilleure qui soit. Vous le savez, c'est un écrivain politique pénétrant, brillant improvisateur, auteur du discours sur l'universalité de la langue française, qui avait eu un prix, un concours organisé à Berlin, un homme de ressources inépuisables par son esprit, le démystificateur de la Révolution de 89 dans ses personnages, le livre de personnages, et il s'en est pris précisément au dénommé Lafayette. Vous voyez, la liaison entre la Révolution américaine et la Révolution française se confirme, dont il précisait que quand Lafayette se déplaçait, il se faisait accompagner de 6 domestiques personnels. Vous voyez, on fait la Révolution, mais dans le luxe. Burke, écrivain et homme politique anglais, a déclaré dans son livre « La réflexion sur la Révolution française », il appelait Rivarol le Tacite de la Révolution, en référence au célèbre historien romain. D'où la naissance d'un journal prenant le nom de Rivarol de la part de M. Maléavin et de son épouse. Je les ai très bien connus l'un et l'autre. M. Maléavin lance Rivarol en 1951, année de la mort du maréchal Pétain. Il avait lancé en 1946 les Écrits de Paris mensuels, année de la mort de bien des gens, parce que l'on fusillait à l'époque, et ce fut le cas de mon père, au fond du maréchal. La presse française, dans le livre La presse française, de 1830 à 1960, paru en 69, de Noël Jacques Mallard, directeur de l'Écho de la presse et des publicités, cite M. Maléavin dans 6 pages, et l'hebdomadaire Rivarol dans 15 pages. En 1996, Henri Coston publia un livre sur Antoine de Rivarol qui reprenait la totalité du texte « Histoire de l'émigration par rapport à la Révolution » paru sous la signature de Rivarol en 1795. Également un ouvrage de Bernard Fay sur Rivarol, mais je déplore que l'œuvre écrite de Rivarol
ne soit pas suffisamment connu, et ma foi, tous les livres se trouvent à la Bibliothèque nationale, on pourrait y faire des références. Donc, Rivarol, avec ses 3230 numéros en 65 ans, fête ses noces de palissandre, comme on dit en ce qui concerne les mariages. Et les Écrits de Paris, avec 795 numéros, fête ses 70 ans de noces de platine. Le repas d'aujourd'hui est donc une rencontre, l'union exemplaire d'une rédaction et d'un lectorat. Et c'est exceptionnel qu'un hebdomadaire d'opinion, de bonne émission, dure aussi longtemps. Alors, par rapport aux coupeurs de tête et bourreurs de crâne actuels, eh bien, il y a à prendre, à poursuivre cela. Et la formule, par rapport à l'invasion dont nous sommes victimes, par de migrants, bien sûr, mais en fait c'est l'invasion, avec la possibilité d'envahir sans combattre, et même avec la complicité active de gens en place. Eh bien, il faut une neuvième, vous savez qu'il y a eu 8 croisades à l'extérieur, il faut la 9e croisade à l'intérieur. Pourquoi une croisade? Eh bien parce que, de par l'âge que j'ai connu la croisade des démocraties, qui était une croisade sans croix. J'ai connu la croisade du communisme aussi. Et il y a une formule d'Arthur Koestler, communiste repenti, qui en plus d'avoir écrit Le Zéro à l'infini, a écrit pour définir le communisme d'une croisade sans croix. Eh bien notre 9e croisade, elle a une croix, celle du Christ.